Radio Campus Montpellier, 8h-9h, la matinale. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale Radio Campus Montpellier 102.2 FM. On est ensemble jusqu'à 9h, lundi 11 avril. Une fois n'est pas coutume, cette matinale sera sur le signe du sport, avec un reportage préparé par Yves qu'on écoutera sur cette journée des sports qui avait lieu à l'université Paul Valéry. Et puis dans l'actualité, Clément, bonjour. Bonjour. On reviendra avec toi sur toutes les rencontres qui avaient lieu sportives ce week-end. On parlera bien sûr aussi de l'actualité locale, nationale et internationale chargée aussi notamment au niveau international. L'horoscope en fin d'émission avec Clément et l'agenda des campus et une petite sélection culturelle. Tout de suite, les titres de l'actualité. On commence par le local. On revient sur le 82e congrès national de l'UNEF qui a élu un nouveau président. L'UNEF, c'est le principal syndicat étudiant. Le congrès du principal syndicat étudiant se déroulait de jeudi à dimanche au Quorum et c'est Emmanuel Zemmour, 23 ans, qui a été élu samedi président de l'UNEF. Emmanuel Zemmour, seul candidat en liste, succède à Jean-Baptiste Prévost, 26 ans, président depuis décembre 2007. C'était au Quorum, ça a duré quelques jours. Ça a duré 4 jours au Quorum de jeudi à dimanche. En présence notamment d'Hélène Mandroux, le maire de Montpellier. Mandroux, jeudi. Qui est venu jeudi. Au national, la loi sur la burqa rentre en vigueur à partir d'hier. À partir d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Les femmes qui porteront un voile intégral dans la rue sont désormais passibles d'une amende de 150 €. Elles peuvent également effectuer un stage de citoyenneté. La loi du 11 octobre entre en vigueur aujourd'hui et en France, il y a environ 2000 femmes intégralement voilées. Justice, le corps de Laetitia a été retrouvé. Hier, le tronc du corps de Laetitia Perret a été découvert au fond d'un plan d'eau. Cette jeune fille de 18 ans disparue le 18 janvier dernier et dont les membres et la tête avaient été retrouvés le 1er février. Tony Meillon, le principal suspect du meurtre, a été interné d'office en hôpital psychiatrique au début du mois d'avril, après une deuxième tentative de suicide. Âgé de 31 ans, il a été arrêté le 20 janvier, mais s'est toujours montré réticent à collaborer avec les enquêteurs. C'est cette affaire qui avait déclenché la grève et la colère des magistrats, après les remontrances du président de la République en janvier dernier. Politique, la candidature très probable de Dominique de Villepin. Vous avez bien compris que j'allais incarner un projet et que ce projet, j'avais fermement l'intention de l'incarner. C'est en ces termes que l'ancien Premier ministre s'est exprimé hier soir sur France 5. Bien qu'il ne dépose pas sa candidature officiellement, il a fait un pas ce dimanche supplémentaire vers 2012. Le nombre de candidatures au centre et à droite se multiplie au grand désespoir du président et de la majorité. Politique encore, le PC adoube Jean-Luc Mélenchon. La direction du Parti communiste souhaite que Jean-Luc Mélenchon représente le Front de gauche à la présidentielle de 2012, qui pourrait donc être la première depuis 38 ans à ne pas compter de candidat communiste. Marie-Georges Buffet en 2007 avait recueilli moins de 2% des voix. Dans les sondages, M. Mélenchon recueille de 4 à 6% des intentions de vote. On rappelle que le PS aussi s'est réuni autour d'un même projet, en tout cas Martine Aubry, Ségolène Royal et François Hollande étaient présents à ce congrès qui a eu lieu ce week-end. À l'international, on revient sur la situation en Côte d'Ivoire où la France et l'ONU font feu sur le palais présidentiel. Hier vers 19h, des hélicoptères de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et de la force française Licorne ont tiré sur des blindés dans l'enceinte du palais présidentiel et dans les environs de la résidence du président sortant Laurent Gbagbo, dans Abidjan. Le camp Gbagbo accuse les Français de vouloir assassiner le chef d'État sortant. En Libye, la voie diplomatique reprend malgré les combats. La voie diplomatique a repris ses droits en Libye, même si de violents combats se poursuivent, notamment à Ajdabiya et à Misrata. La guerre a fait au moins 23 morts depuis le début du week-end et 25 tanks pro-Kadhafi ont été détruits par des frappes de l'OTAN. L'Union africaine a déclaré à la sortie de son entrevue avec le chef libyen que celui-ci avait accepté la feuille de route de l'organisation continentale. Cette feuille de route, dont les contours restent flous pour le moment, prévoit que l'OTAN cesse ses bombardements pour donner une chance à un cessez-le-feu. Une délégation ira lundi à la rencontre des rebelles libyens, mais la tâche s'annonce rude. Les insurgés ont toujours refusé le principe d'un cessez-le-feu avec le maintien de Kadhafi au pouvoir. Ouais, avec le maintien de Kadhafi, ils n'arrêteront pas de combattre, ou l'un de ses fils non plus. Ils ne veulent pas l'un de ses fils au gouvernement pour la Libye. En Syrie, les violences s'accentuent. Les forces de sécurité ont ouvert le feu dimanche à Banias, dans le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 4 morts et 17 blessés. Alors que la tension reste forte dans le pays, 2 jours après des manifestations qui ont fait 26 morts à Deraa, centre de la rébellion, dans le sud du pays. Au Japon, à Tokyo souhaiterait organiser les JO d'été 2020. Mis à genoux par le séisme du 11 mars et le tsunami qui a suivi, le Japon pense déjà à se relancer par le sport. Tokyo pourrait bien en effet se porter candidate à l'organisation des JO d'été de 2020. Cela représenterait un grand coup de fouet pour notre pays et pour la reconstruction et la reconnaissance de notre pays, a ainsi déclaré dimanche le gouverneur de Tokyo.
Le Japon avait été battu à l'organisation des JO 2016 par Rio de Janeiro. Par ailleurs, le nouveau bilan des victimes du séisme et du tsunami frôle maintenant les 13 000 morts et 15 000 disparus. 15 000 personnes restent encore disparues. En Égypte, 2 mois après la chute de Moubarak, les manifestants protestent au Caire contre l'armée. Plus d'un millier de manifestants occupaient dimanche la place Tahrir au Caire. Les manifestants ont lancé des slogans hostiles à l'encontre du maréchal Hussein Tantawi, chef de l'institution militaire au pouvoir. L'intervention de la police militaire contre les manifestants dans la nuit de vendredi à samedi avait fait 1 mort et 71 blessés selon un bilan officiel. Ces événements témoignent d'une récente montée des tensions autour du rôle de l'armée. Après une période de large consensus sur son action pour stabiliser le pays, puis organiser le retour à un pouvoir civil élu promis pour la fin de l'année, elle est accusée de freiner les réformes. Allez, on revient sur l'information sportive. Clément, avec toi, notamment en football, la Ligue 1 est le leader qui perd mais garde son avance. Malgré sa défaite à Monaco 1-0, le leader Lille garde 3 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, tenu en échec à domicile par Toulouse, de partout. La bonne opération dans le haut du tableau est pour Lyon qui s'impose hier soir 3-0 contre Lens. Montpellier concède le nul à domicile contre Nice 1-1 après avoir ouvert le score et reste à la 6e place. En balle, Montpellier a rejoint Chambéry en tête du classement. La bonne surprise est venue de Nantes qui a battu Chambéry 28-26, ce qui permet à Montpellier de rejoindre la tête du classement après sa victoire 28-18 face à Dunkerque. Karabatic a brillé avec 8 buts. La réception le 14 mai de Chambéry à l'Arena s'annonce explosive et devrait normalement désigner le champion 2011. Rugby, demi-finale de Coupe d'Europe, Perpignan et Toulouse sont qualifiés. Perpignan et Toulouse sont sortis vainqueurs des duels franco-français en quart de finale de Coupe d'Europe. Perpignan opposé à Toulon et qui jouait pour la première fois à Barcelone a souffert en première mi-temps avant de remonter la pente avec le soutien du public catalan et finalement s'imposer 29-25. Ils affronteront Northampton à l'extérieur en demi-finale. Toulouse, eux, menait 17-0 à la mi-temps contre Biarritz à San Sébastien dans le Pays basque espagnol avant de se faire remonter à 17 partout à la toute dernière minute. Le demi de mêlée basque Dimitri Yachvili rate la transformation décisive et Toulouse s'impose finalement 27-20 en prolongation au bout du suspense. Avec un essai de Yannick Nyanga. Cyclisme, un outsider remporte Paris-Roubaix. Hier après-midi avait lieu la mythique course de Paris-Roubaix dans l'Enfer du Nord et c'est un outsider, le Belge Van Semmeren, qui a profité de la mésentente des favoris pour arriver en solitaire dans le vélodrome de Roubaix malgré une crevaison de la roue à 5 km de l'arrivée. Ouais, il a arrivé à surprendre tous les leaders qui se sont neutralisés. Un point sur la météo pour finir ce titre de l'actualité. Aujourd'hui, il fera beau avec une température de 25 degrés cet après-midi, malgré l'apparition probable de nuages. Le temps restera stable en ce début de semaine et ne se gâtera qu'à partir de jeudi. C'était la chanson Vesoul. On revient avec toi sur les titres de l'actualité. Le 82e congrès national de l'UNEF a eu lieu la semaine dernière à Montpellier et on y a élu un nouveau président. Le congrès du principal syndicat étudiant se déroulait de jeudi à dimanche au quorum et c'est Emmanuel Zemmour, 23 ans, qui a été élu samedi président de l'UNEF. Emmanuel Zemmour, seul candidat en lice, succède à Jean-Baptiste Prévost, 26 ans, président depuis 2007. Il est élu pour un mandat de 2 ans. Au national, la loi sur le burqa rentre en vigueur aujourd'hui. Les femmes qui porteront un voile intégral dans la rue sont désormais passables d'une amende de 150 € et peuvent être amenées à effectuer un stage de citoyenneté. La loi du 11 octobre, dite loi Copé, entre en vigueur aujourd'hui. En France, il y aurait 2000 femmes intégralement voilées. Le tronc du corps de Laetitia a été retrouvé. Hier, le tronc du corps de Laetitia a été découvert au fond d'un plan d'eau. Cette jeune fille de 18 ans disparue le 18 janvier dernier, dont les membres et la tête avaient été retrouvés le 1er février. Tony Meillon, le principal suspect du meurtre, a été interné d'office en hôpital psychiatrique au début du mois d'avril, après une seconde tentative de suicide. Âgé de 31 ans, il a été arrêté le 20 janvier, mais s'est toujours montré réticent à collaborer avec les enquêteurs. C'est cette affaire qui avait déclenché la grève et la colère des magistrats après les remontances du président de la République en janvier dernier. 2 informations sur la préparation à la présidentielle 2012. La candidature très probable de Dominique de Villepin. Vous avez bien compris que j'allais incarner un projet, que ce projet, j'avais fermement l'intention de l'incarner. C'est en ces termes que l'ancien Premier ministre s'est exprimé hier soir sur France 5 dans l'émission C'est Politique. Bien qu'il ne dépose pas sa candidature officiellement, il fait un pas supplémentaire vers 2012. Le nombre de candidats au centre et chez la droite non sarkozyste se multiplie au grand désespoir du président et de l'UMP. La seconde information, en politique encore, c'est le Parti communiste qui a adoubé Jean-Luc Mélenchon. La direction du Parti communiste souhaite que Jean-Luc Mélenchon représente le Front de gauche à la présidentielle de 2012, qui pourrait donc être la première depuis 38 ans à ne pas compter de candidat communiste. Marie-Georges Buffet en 2007 avait recueilli moins de 2% des voix. Dans les derniers sondages, M. Mélenchon recueille de 4 à 6% des intentions de vote.
À l'international, on revient sur la situation en Côte d'Ivoire où la France et l'ONU font feu sur le palais présidentiel de l'ex-président. Hier vers 19h, des hélicoptères de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et de la force française Licorne ont tiré sur des blindés dans l'enceinte du palais présidentiel et dans les environs de la résidence du président sortant Laurent Gbagbo dans la capitale Abidjan. Le camp Gbagbo accuse les Français de vouloir assassiner le chef d'État sortant. En Libye, la voie diplomatique reprend malgré les combats. La voie diplomatique a repris ses droits en Libye, même si de violents combats se poursuivent notamment à Ajdabiya et à Misrata. La guerre a fait au moins 23 morts depuis le début du week-end et 25 tanks pro-Kadhafi ont été détruits dans des frappes de l'OTAN. L'Union africaine a déclaré à la sortie de son entrevue avec le chef libyen que celui-ci avait accepté la feuille de route de l'organisation continentale. Cette feuille de route, dont les contours restent flous pour le moment, prévoit que l'OTAN cesse ses bombardements pour donner une chance à un cessez-le-feu. Une délégation ira lundi à la rencontre des rebelles libyens, mais la tâche s'annonce rude. Les insurgés ont toujours refusé le principe d'un cessez-le-feu s'il y avait maintien de Kadhafi au pouvoir ou de l'un de ses fils. En Syrie, la violence s'accentue. Les forces de sécurité ont ouvert le feu dimanche à Banias, dans le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 4 morts et 17 blessés, alors que la tension reste forte dans le reste du pays 2 jours après des manifestations qui ont fait 26 morts à Deraa, centre de la rébellion dans le sud du pays. Un mois après, le Japon se mobilise pour la reconstruction. Le Premier ministre Naoto Kan s'est rendu hier à Ishonamaki, une ville entièrement détruite par le séisme du 11 mars, et a surtout promis de ne pas abandonner les sinistrés de la catastrophe. Pour se relancer, le Tokyo souhaite organiser les Jeux d'été 2020. Cela représenterait un grand coup de fouet pour la reconstruction et la renaissance de notre pays, a ainsi déclaré dimanche le gouverneur de Tokyo. Le Japon avait été battu à l'organisation des JO d'été 2016 par Rio de Janeiro. Le nouveau bilan des victimes du séisme et du tsunami frôle maintenant les 13 000 morts. Il y a toujours 15 000 disparus. En Égypte, 2 mois après la chute d'Hosni Moubarak, les manifestants protestent au Caire contre l'armée. Plus d'un millier de manifestants occupaient dimanche la place Tahrir au Caire. Les manifestants ont lancé des slogans hostiles à l'encontre du maréchal Hussein Tantawi, chef de l'institution militaire au pouvoir. L'intervention de la police contre les manifestants dans la nuit vendredi à samedi avait fait 1 mort et 71 blessés selon un bilan officiel. Ces événements témoignent d'une récente montée des tensions autour du rôle de l'armée dans le pays. Après une période de large consensus sur son action pour stabiliser le pays, puis organiser le retour à un pouvoir civil élu promis pour la fin de l'année, elle est accusée de freiner les réformes. Et en ce lundi, un point sur les résultats sportifs du week-end avec la Ligue 1, le leader lillois perd mais garde son avance. Malgré sa défaite à Monaco 1-0, le leader Lille garde 3 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, tenu en échec à domicile par Toulouse, de partout. La bonne opération dans le haut du tableau est pour Lyon, qui s'impose 3-0 contre Lens et qui revient à 5 points du leader. Montpellier concède le nul contre Nice après avoir ouvert le score et reste à la 6e place à 6 points du Paris Saint-Germain. Montpellier qui a eu un peu plus de chance en handball et qui a rejoint Chambéry en tête du classement. La bonne surprise est venue de Nantes qui a défait Chambéry à domicile 28-26, ce qui permet à Montpellier de rejoindre la tête du classement après sa victoire 28-18 face à Dunkerque. Nicolas Karabatic a brillé avec 8 buts. La réception le 14 mai de Chambéry à l'Arena s'annonce explosive et devrait normalement désigner le champion 2011. Rugby, demi-finale des Coupes d'Europe avec Perpignan et Toulouse qui se qualifient. Perpignan et Toulouse sont sortis vainqueurs des duels franco-français en quart de finale de Coupe d'Europe. Perpignan, opposé à Toulon et qui jouait pour la première fois de son histoire à Barcelone, a souffert en première mi-temps, tétanisé par l'enjeu, avant de remonter la pente avec le soutien du public catalan et s'impose finalement 29-25. Ils affronteront Southampton à l'extérieur en demi-finale. Toulouse menait 17-0 à la mi-temps contre Biarritz à San Sébastien dans le Pays basque espagnol, avant de se faire remonter à 17 partout à la toute dernière seconde. Le demi de mêlée basque Dimitri Yachvili a raté la transformation décisive et c'est Toulouse qui s'impose finalement en prolongation au bout du suspense avec un essai de Yannick Nyanga. Tu l'as bien rajouté. Et on rappelle que Montpellier malheureusement a été éliminé du challenge européen face au Stade français. On finit par l'information de cyclisme. Un outsider remporte Paris-Roubaix. Hier après-midi avait lieu la mythique course de Paris-Roubaix et dans l'enfer du Nord, c'est un outsider, le Belge Van Summeren, qui a profité de la mésentente des favoris pour arriver en solitaire dans le vélodrome de Roubaix, malgré une crevaison de la roue arrière à 5 km de l'arrivée. Et on finit sur juste un petit point sur la météo. Aujourd'hui, il fera beau avec une température de 25 cet après-midi, malgré l'apparition de quelques nuages. Merci Clément, on rappelle que c'était ta première, félicitations. On te retrouve demain, du coup, pour les actualités. D'accord. D'accord, tu ne savais pas, tu es adoubé. Voilà, on te retrouve demain. On va se motiver en écoutant du swing et on